Alors, ceci est un essai pour tester la qualité du mic. Effectivement. Ceci est un essai pour tester la qualité du micro. C'est ça. Ça va? C'est bon. Merci. Ouais. Alors, bonjour, chers journalistes. Je suis Eli Kamano, comme il l'a dit, artiste, auteur-compositeur panafricain. Et les trois thèmes qu'il a présentés, je vais commencer par mon combat panafricaniste, par mon combat artistique et par ce qui m'a amené et poussé à adhérer au militantisme. Vous savez, lorsque vous naissez dans un continent qui a été soumis à 4 siècles d'esclavage, lorsque vous naissez dans un continent qui a connu plus d'un demi-siècle de colonisation et de travaux forcés, dans un continent où l'histoire a été falsifiée et écrite par les plus forts, où ton peuple a été humilié, rabaissé, déporté, où les plus forts ont décidé d'imposer leurs règles en grandissant, bien sûr. On a le droit ou le devoir de se poser des questions. À savoir, comment participer à la réécriture, je dis bien à la réécriture de l'histoire de votre continent. Et donc, et à la réhabilitation de la vérité historique des faits. C'est ce qui m'a amené à m'engager dans ce militantisme. Parce que Frantz Fanon aussi disait que chaque génération, dans une relative opacité, doit découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. C'est ce qui m'a poussé, en tant que jeune Africain, à m'approprier de ce combat. Et le panafricanisme, à mon avis, c'est un concept, c'est une idée qu'on ne doit pas imposer à tous les peuples qui ne l'ont pas encore assimilée. Parce que chaque pays, chaque peuple a ses orientations, a ses exigences, a sa sociologie. Mais puisque on a connu collectivement, on a été collectivement victime de viols, de déportations, d'humiliations, de déracinement, le panafricanisme estime que le salut de l'Afrique passera ou ne peut passer que par un éveil de conscience collectif ou par une lutte collective. Une lutte où les grands axes seront définis par nos dirigeants ou nos leaders très engagés. Et donc, je suis dans cette lutte aujourd'hui parce que j'ai pris conscience des réalités de mon continent. Et le panafricanisme estime que des organisations comme l'Union africaine, comme la CEDEAO, doivent être un gage souverain de tous les États fédérés de l'Afrique afin de stopper la montée exponentielle des vertus ou des concepts de paternalistes de nos partenaires qui pensent que l'Afrique les appartient depuis la conférence de Berlin. Ce sont ces idées qui nous amènent à aujourd'hui militer au sein de ce mouvement afin que tous nos frères qui ne comprennent pas la logique dans laquelle nous évoluons et les raisons pour lesquelles nous nous engageons sachent qu'en tant que porte-voix, nous sommes dans tous les pays africains à porter des messages parce que tout simplement nous voulons un éveil de conscience collectif. Et je pense que je vais dégager quelques éléments sur lesquels, quelques valeurs sur lesquelles le panafricanisme se base pour mener sa lutte, où les panafricains se basent pour mener leur lutte. Les panafricanistes demandent tout simplement à ce que nos dirigeants ne soient pas rabaissés à la table des G50, des G40 ou je ne sais quoi encore,
à ce que nos dirigeants soient traités comme des hommes et non comme des sous-hommes, à ce que l'Afrique profite de ses matières premières largement comme il se doit, à ce que l'ingérence politico-militaire dans nos États ou sur le continent à laquelle nous avons longtemps assisté, cesse parce qu'on n'est plus des enfants, on a grandi avec le temps, et à ce que les fonds qui ont été utilisés par la Chine pour offrir gratuitement le siège de l'Union africaine, pour nous offrir gratuitement le siège de l'Union africaine, afin que ces fonds soient remboursés à la Chine pour honorer la mémoire de nos pères qui se sont battus, qui ont bataillé pour mettre en place ce concept de l'Union africaine. Alors, voici les valeurs autour desquelles nous nous battons, autour desquelles nous aimerions que toute la jeunesse africaine s'accorde. Et il n'y a pas que des critiques au sein du panafricanisme. Il y a des actes, les axes sur lesquels aussi nous nous engageons. Nous sommes tous d'accord ici que l'Afrique et les Africains ne peuvent pas tous se mettre ensemble sur tous les axes. Mais il y a des axes prioritaires, comme la sécurité, l'énergie, l'économie et la communication. Pourquoi la sécurité? Parce que nous estimons que l'Afrique doit avoir sa propre armée. Pas une armée qui sera financée par les puissances étrangères. Parce que vous ne pouvez pas demander à une puissance étrangère de financer votre armée pendant que dans le futur, vous seriez amené peut-être à les confronter. Sur le plan économique, je dis dans une de mes chansons que pour contrôler nos économies, ils ont créé le FMI. Il faudrait que l'Afrique ait son FMA, son Fonds monétaire africain. Parce que aller à tout moment vers les bailleurs de fonds pour prendre de l'argent, ça compromet dangereusement l'avenir du continent. Sur le plan énergétique, il faut que l'Afrique s'industrialise, parce que l'avenir, c'est dans ça. Alors, sur le plan de la communication, il faudrait que l'Afrique aussi ait ses satellites afin que nous puissions être indépendants. Donc, je pense que le panafricanisme, c'est aussi ça. C'est s'accorder sur des grands axes, pas surtout, parce qu'il y a des pays, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ont des réalités sociologiques différentes de certains d'autres pays. Quand on prend l'Union européenne, nous savons très bien que l'Allemagne, comme on le dit sur papier, et ça peut paraître vrai, que l'Allemagne est la première puissance économique de l'Europe. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle n'est pas dans l'Union européenne. Donc, là, le Sénégal peut être la première puissance économique de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique, mais pour qu'elle accepte pour autant de partager les grands axes sur lesquels l'Afrique peut s'accorder, ou les Africains peuvent s'accorder, pour pouvoir sortir de l'ornière et pour pouvoir aujourd'hui affronter dans cette mondialisation d'autres grandes puissances. Alors, ça, c'est les raisons qui m'amènent à m'engager dans ce combat, dans ce militantisme. Ensuite, quand on parle de l'éveil de la jeunesse africaine, aujourd'hui, je peux le dire sans me tromper, que la jeunesse africaine est éveillée. Elle est éveillée, mais elle n'est pas comprise par certains dirigeants. Elle est éveillée parce qu'elle ressent partout dans le monde entier les changements qui s'opèrent dans certains pays, comme le Sénégal. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, tout à l'heure il a dit que je suis l'auteur d'une chanson intitulée « Libérer son col africain ». En tant que panafricain, pourquoi j'ai chanté ce morceau? Pourquoi j'ai été inspiré pour chanter ce morceau? Parce que je suis un jeune africain, j'ai compris mon rôle et j'ai compris qu'à l'autre bout de mon pays, de mon Afrique, il y a un Africain qui a compris, qui a ouvert les yeux et qui est en train de conduire son peuple vers une libération et une souveraineté totale et qui est emprisonné. C'est pourquoi j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai fait ce morceau et je l'ai publié. Donc, c'est pour vous dire que la jeunesse guinéenne et africaine a compris et adhère au combat. Elle adhère parce que aujourd'hui, quand les changements s'opèrent dans les pays comme le Cameroun, les Sénégalais le ressentent et ils adhèrent. Quand les changements s'opèrent au Togo, les Sénégalais le ressentent et ils adhèrent. Donc, la même manière que
vous ressentez ici le changement qui s'opère dans d'autres pays, c'est comme ça que nous aussi, nous ressentons les changements qui s'opèrent dans tous les autres pays africains. Et je pense que le Sénégal est un cas d'école parce que je suis guinéen, je sais que j'appartiens à un peuple très résigné, un peuple qui a du mal à sortir de sa coquille pour aller chercher sa liberté. Parce que la liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Le Sénégal a arraché sa liberté, le Sénégal a arraché ce qui lui revient de droit. Voilà pourquoi je dis que toutes les jeunesses ont compris aujourd'hui, africaines, ont compris aujourd'hui et adhèrent à la lutte et à l'éveil de conscience. Et en ce qui concerne le troisième point, sur... Alors, le troisième point va s'articuler ici, le général Eli Kamano, sur ton point. Militaire au pouvoir en Guinée. Alors, ma position est très claire. Et je suis artiste, c'est vrai, panafricaniste, mais je suis de nationalité et d'origine guinéenne. Et quelles que soient les raisons qui me poussent à chanter l'Afrique, à chanter les situations dans d'autres pays, je crois que je suis aussi mieux placé pour parler de la situation qui prévaut dans mon pays. Aujourd'hui, nous assistons à l'entêtement des militaires qui veulent s'éterniser au pouvoir. Nous assistons au fait que le président Mamadi Doumbouya, qui était arrivé avec de très bonnes intentions, qui avait dans son carnet la réconciliation des Guinéens, qui avait dans son carnet l'organisation des élections qui a été décrétée et décidée par l'ensemble de la classe politique guinéenne, la société civile guinéenne aussi. Et nous assistons au fait que ce calendrier est mis dans le placard par la faute justement des personnes qui entourent le président et qui lui font croire qu'il est le seul capable aujourd'hui de diriger la Guinée, qu'il est l'homme providentiel que Dieu a choisi pour diriger la Guinée. Alors, moi, dans ma position, je suis quelqu'un qui prédit, qui prévoit, quelqu'un qui alerte, qui lance des alertes. Alors, la peur qui m'anime, c'est de ne pas assister à un autre 28 septembre, au cas où le président Mamadi Doumbouya essayerait de briguer, de se porter candidat aux élections et de vouloir s'imposer pour arracher une victoire par la violence. Ça, c'est un premier cas. Parce que nous savons tous aujourd'hui que la situation en Guinée est très diamétralement opposée à celle dans le Sahel. Ce n'est pas la même chose parce que les gens ont tendance à les confondre, à faire une extrapolation entre les situations sécuritaires et les situations des militaires dans le Sahel et la situation de Mamadi Doumbouya. Et c'est pourquoi je dis, lorsque on est révolutionnaire, il faut inculquer, il faut mettre dans les manuels scolaires ce qu'on appelle en fait institutionnaliser le combat et la lutte. Pourquoi? Parce que Sékou Touré, par exemple, les Olympios, les Modibo Keïta ont mené des luttes contre l'impérialisme, mais ça n'a pas porté fruit jusqu'à un certain niveau, parce qu'après leur mort, les pays et ces États sont retombés dans les mains de l'impérialisme. Donc, aujourd'hui, je pense que le combat que je vais mener, ça va être celui d'attirer l'attention du monde entier sur la Guinée et sur la volonté du président Mamadi Doumbouya à vouloir s'éterniser au pouvoir, à faire un forcing qui va nous conduire forcément dans un autre 28 septembre, chose que je ne souhaite pas. Deuxième question, il s'agit de mon accompagnement, l'accompagnement que j'ai eu à faire au niveau de la lutte que M. Sonko et le parti PASTEF ont eu à mener ici au Sénégal dans la conquête du pouvoir, ou lors de la conquête du pouvoir. Et je crois que, je l'ai dit à l'entame, je l'ai fait parce que je suis très allergique à l'injustice. Il n'est pas le premier leader pour qui j'ai chanté. Dans les temps, j'avais chanté pour Gbagbo lorsqu'il avait été déporté à la CPI parce que je dénonçais cela, je voyais cela comme étant une insulte à l'Afrique, à la souveraineté africaine. Parce que je me dis que tous les dirigeants qui commettent des crimes en Afrique, l'Afrique devait être capable et à mesure de les juger sur le sol africain. Et donc, le président Sonko n'est pas, le premier ministre Sonko n'est pas le seul ou le premier à qui j'ai dédié une chanson. Je l'avais fait parce que je suis hostile à l'injustice et parce que je voulais donner de la visibilité à leur combat au niveau africain et international. Aujourd'hui, le conseil que je pourrais les donner,
C'est leur dire de rester dans la logique de la démarche qui les a conduits à la tête du Sénégal. Rester dans la logique de la démarche qui les a conduits à la tête du Sénégal. Donc, moi, c'est le conseil que je pourrais les donner. Parce que le monde les regarde, le Sénégal les regarde, l'Afrique les regarde. Alors, le suivant ou la suivante. Voilà. Les futures tournées de la sous-région, comment vous vous y prenez? Est-ce qu'il y a des dates qui sont prévues? Et voilà, en tout cas, on vous Alors, par rapport à mon futur album, comme vous le savez, comme certains ici me suivent sur les réseaux sociaux, il y a déjà 3 titres que j'ai publiés, officialisés. C'est notamment des titres comme Ali Baba et ses 40 voleurs, et On est mal barré, une chanson dans laquelle j'ai peint, j'ai décrit la situation sociopolitique de notre pays et une situation qui est vécue aussi, ou qui se vit aussi dans d'autres pays africains. Dans le 3e titre, Africa, j'ai essayé de ressortir les relations aujourd'hui qui lient l'Afrique au monde entier. Aujourd'hui, pour contrôler nos économies, ils ont créé le FMI. Pour contrôler nos leaders, ils ont créé la CPI. Donc, la sortie de l'album est prévue en France pour le mois d'octobre. Et ensuite, les tournées, on va voir avec l'équipe managériale comment on va mettre en place un programme de tournée, mais qui tiendra compte justement des villes comme Dakar, Niamey, Burkina, Bamako et Bamako, c'est ça. Donc, par rapport à ma tournée, ce sont ces pays qui sont à l'affiche. Et par rapport à l'album, il sera sur le marché international dans pas longtemps. Et je suis sûr que vous ne serez pas déçus. Alors, mesdames et messieurs, vous avez donc écouté ici à présent le speech axé sur ces 3 points saillants de communication de l'artiste reggaeman guinéen Eli Kamano. Alors, je pense que nous allons passer également au plan le plus important, parce que nous ne sommes pas également ici dans une communication à la dictatoriale. On sait que nous avons affaire ici à des journalistes très avérés, à des journalistes bien avertis et qui ont fait également hacher le checking ici sur ce qui se passe autour de cet artiste. À présent, monsieur le technicien, veuillez préparer les micros pour pouvoir céder ici aux confrères.